En sa qualité du président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, est monté à la tribune des Nations Unies ce 20 septembre 2022, juste après le passage du Brésilien Jair Bolsonaro, qui ouvre les travaux traditionnellement. Dans son discours, le président Macky Sall a produit un plaidoyer empreinte de bonnes et surtout de vaines paroles, une allocution aux allures de litanie déjà écoutée. Alors, lui, Magloire Kemayo, est notre invité. Il est journaliste et écrivain. On va lui demander justement ce qu'il a retenu de la sortie du président Macky Sall. Lui, ça fait quelques jours, vous allez bien? Très bien. En pleine forme. Hein. Ben, on essaie de tenir. Alors, on a l'impression de comprendre que pour le président Macky Sall, l'Afrique a des soucis, un souci lié au poids de l'histoire qu'elle porte sans cesse. Non, je crois que le président Macky Sall a été dans son rôle de président de l'Union africaine, de président de la conférence des chefs d'État, en rappelant les fondamentaux, ce qui a toujours été le combat de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, qui est devenue par la suite l'Union africaine, c'est-à-dire ce soutien à tous les mouvements qui veulent l'émancipation, en rappelant par exemple le soutien pour qu'il y ait une création de deux États, un palestinien et un israélien, qui vivraient dans la paix et dans une sécurité mutuelle. Il a également été dans son rôle en rappelant que l'Afrique ne doit pas être uniquement considérée comme un continent de problèmes, mais également être considéré comme un continent de solutions. Il a expliqué pourquoi. Et puis, il y avait également ces enjeux d'énergie également, sur lesquels il est revenu au regard de ce qui se passe, certes, entre l'Ukraine et la Russie, ce conflit qui a commencé en février dernier, mais également par rapport aux préoccupations de l'avenir, par rapport au changement climatique, qui font qu'aujourd'hui, on ne doit plus avoir l'impression que les seuls qui ont le droit de polluer sont les États du Nord et les seuls qui doivent la subir, ce sont les pays du Sud. Or, c'est le rapport dans lequel nous sommes et les enjeux d'énergie sont très importants dans le Sud. Donc, je crois qu'il a été dans ce rôle en rappelant tous ces éléments-là qui font aujourd'hui l'importance de l'Afrique sur la scène internationale, même s'il a redit sur certains aspects de son discours. Ces aspects, on va les voir tout à l'heure. Lui, Magloire Kemayo, l'Afrique a assez subi le fardeau de l'histoire pour ne pas être le foyer d'une nouvelle guerre froide. Il fait sans doute référence à la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine. Oui, très clairement, parce que nous avons vu comment tout cela a été mené. L'Union européenne a pris position, a voulu en quelque sorte sommer les pays africains de s'aligner sur cette position. L'Ukraine elle-même a donné cette impression de vouloir demander aux pays africains de choisir leur camp. Soit ils sont avec l'Ukraine et ses partenaires de l'OTAN, soit ils sont avec la Russie, en considérant que l'Union africaine et les pays africains ne pouvaient pas avoir une diplomatie indépendante de celle de l'alignement sur un bloc ou sur un autre. Donc je crois qu'à ce titre-là, il était important de rappeler que les pays africains, en constituant un continent, n'en sont pas moins des réalités indépendantes les unes des autres, qui peuvent avoir des points de vue tout à fait opposés. On l'a vu d'ailleurs dans le cadre de ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Certains pays africains ont ouvertement pris position pour la Russie, d'autres ont été neutres et d'autres ont pris position pour l'Ukraine. Donc on n'est pas dans un pays, on n'est pas sur un continent monolithique, on a le droit d'avoir nos diversités et c'est cette diversité-là que le président Macky Sall appelle à faire respecter par nos différents partenaires. Alors, au même moment, lui, Magloire Kemayo, on voit que les peuples comme l'Allemagne, le Japon ont su rebondir à des histoires malheureuses pour construire leur pays qui sont devenus des puissances. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que l'Afrique se plaint chaque fois ? Non, je pense qu'il ne faut pas voir justement, c'est par rapport à ce plaidoyer sur l'Afrique qui pleure tout le temps que le président Macky Sall demande qu'on oublie un peu cette dimension-là. Il y a certes l'Afrique des problèmes, mais il y a aussi l'Afrique des solutions, il y a l'Afrique des réussites et il y a aussi l'Afrique qui subit par moments le poids des décisions qui ont été prises ailleurs. Rappelez-vous la conférence de Berlin, celle qui divise le continent africain, elle se fait en l'absence de tous les pays africains et de tous les Africains. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul représentant du continent africain, là où les pays européens se sont partagés l'Afrique comme un gâteau. Et nous en sommes aujourd'hui au Conseil de sécurité et dans les organisations nées de la Seconde Guerre mondiale où toutes les décisions qui sont prises, même si ce n'est pas l'ensemble, à plus de 80%, concernent l'Afrique, mais l'Afrique n'est jamais présente pour défendre son point de vue. Prenons le Conseil de sécurité simplement. Parmi les membres permanents, vous avez 0 pays africain. Et c'est le seul continent qui est dans cette position.
Parmi les membres non permanents, l'Afrique a droit chaque mois à 2 uniquement, parmi les 15 qui sont choisis. Donc c'est très faible comme taux. Et je crois qu'il est important pour entendre la position de l'Afrique par moment d'avoir les Africains autour de la table. Et c'est là que je voudrais en venir à la limite du discours du président Macky Sall quand il demande à rejoindre le G20. Des institutions ont été créées pour veiller sur la paix. L'Organisation des Nations Unies est aujourd'hui une organisation très riche, très diverse, qui comporte l'UNESCO, qui comporte le HCR pour les réfugiés, qui comporte l'organisation par rapport à la sécurité atomique. Donc je pense que l'Agence pour l'énergie atomique. Donc, tous ces organismes-là participent à la bonne marche du monde. Mais si vous quittez ces organismes-là pour créer des clubs privés comme le G20, vous êtes en marge, justement, de l'organisation internationale et de la marche du monde. Et il ne faut pas demander quémander une place dans une organisation qui n'a de légitimité que par la volonté de ceux qui la créent. Il faut aller dans quelque chose qui est dans le multilatéralisme, qui garantit le respect des voix de tout le monde et on sera dans le vrai. Certains reprochent à l'Afrique que si sa voix ne compte pas à l'Organisation des Nations Unies, c'est parce qu'elle contribue peu, qu'elle paye moins de 2% des cotisations aux Nations Unies. Mais depuis quand la démocratie est devenue censitaire dans le monde? La démocratie censitaire, c'était une très ancienne époque en Europe, et aujourd'hui la démocratie c'est un pays, une voix. Et donc si on doit parler d'un pays, une voix, il faudrait que les pays africains également dans le concert des nations puissent avoir leur voix et puissent sur le plan continental et international défendre leur position. Quand on va engager des troupes, par exemple au Soudan, en RDC ou au Mali, il faudrait qu'un pays africain au moins soit là, ou qu'une organisation comme l'Union africaine soit là pour représenter la voix des Africains et dire voilà ce que nous en pensons. L'un des aspects qui ont été catastrophiques en termes de prise de décision concernant le continent africain, c'est la guerre en Libye. La guerre en Libye dont nous payons le prix fort aujourd'hui avec l'escalade du terrorisme qui n'arrête pas de grimper et de descendre d'abord dans le Sahel, puis aujourd'hui vers les pays de la côte. Donc je crois que le moment est venu véritablement de considérer que l'Afrique par moment a son mot à dire et que ce mot-là, on doit l'écouter et le respecter parce que c'est une position qui est légitime et qui est normale. Alors, est-ce que vous pensez que la sortie du président Macky Sall est une sorte de reminiscence qui s'apparente à un refus de lâcher prise, si on peut le dire, avec le passé? Il ne s'agit pas de lâcher prise, il s'agit d'avoir des solutions africaines aux problèmes africains. Les solutions qui nous ont été apportées de l'extérieur, la plupart du temps, ont montré leurs limites. Qu'il s'agisse des programmes d'ajustement structurel qui étaient censés réparer les pays, mais qui ont débouché sur un affaissement des États au bout d'une trentaine d'années, ces solutions-là n'ont pas été bonnes. Qu'il s'agisse de la dévaluation du franc CFA pour les pays africains qui utilisent cette monnaie-là, ça a été un échec. Et si on remonte encore plus loin, enfin un peu plus loin dans les décennies qui nous séparent et qui ne sont pas très éloignées que cela, la partition de l'Éthiopie aujourd'hui qui est en guerre, c'est un échec. La partition du Soudan qui a été faite depuis les États-Unis, c'est un échec également. Je pourrais empiler des exemples comme cela, ils sont nombreux, où le point de vue des Africains n'a pas été pris en considération et où on a débouché sur des crises inextricables dont aujourd'hui chacun essaie de se dépêtrer. Et malheureusement, il n'y a pas de bonne solution dans ces cas de figure-là. Alors, il a parlé également de la reconsidération de la place du continent au sein du Conseil de sécurité. Oui, parce que l'Afrique est le seul continent dans ce monde qui n'a pas de place au Conseil de sécurité. Comme membre permanent, je veux dire. Parce que parmi les membres non permanents, assez souvent, nous avons 2 pays qui arrivent à être choisis pour l'équilibre, si on peut l'appeler, régional du monde. Mais l'Afrique n'a pas de place parmi les membres permanents du Conseil de sécurité. On parle de révoquer la place de la Russie. C'est la demande de l'Ukraine de lui révoquer son droit de veto. Peut-être que cela déboucherait sur une reconsidération totale par effet boule de neige du nombre de membres permanents au Conseil de sécurité. Peut-être que cela permettra à l'Union africaine d'avoir ce siège-là. Peut-être que ce sera un pays africain parmi d'autres qui aura la position. Mais c'est une anormalité aujourd'hui qu'au XXIe siècle, près de 80 ans après la création de l'Organisation des Nations Unies, il n'y ait pas un seul pays africain, il n'y ait pas de représentants de l'Afrique parmi les membres permanents du Conseil de sécurité. Et ensuite, la révalorisation des subventions relatives au changement climatique. Le président a sans doute remarqué que l'Afrique est en train de subir les effets du changement climatique. Il faut qu'elle soit accompagnée. Il n'y a pas que ça.
le principe de pollueur-payeur, quand il a été instauré, tout le monde était content. On se disait au moins en responsabilité, les gens vont polluer moins. L'idée, c'est pas de continuer de polluer parce qu'on est capable de payer, c'est d'éviter justement de polluer pour que la planète entière s'en porte mieux. Or, ceux qui ont accepté de payer pour plus polluer, ne payent pas, ça n'arrive pas en Afrique. Et ceux qui sont les plus gros pollueurs, c'est-à-dire les transporteurs aériens, ne sont pas dans cette boucle-là. Et parmi les pays qui sont les plus grands pollueurs, vous avez également la Chine, par exemple, et l'Arabie Saoudite, qui ne sont pas considérés qui ne sont pas impliqués dans cette lutte-là. Donc finalement, l'Afrique, qui est l'un des 2 poumons du monde, avec le bassin du Congo, la forêt du bassin du Congo, à côté de l'Amazonie, l'Afrique est finalement un contributeur net, mais il est mal payé de cette contribution-là. Puisque finalement, quand vous prenez les États insulaires, notamment sur le continent africain, vous en avez beaucoup qui risquent aujourd'hui de disparaître à cause de la montée des océans. Et donc, c'est un risque qui est palpable aujourd'hui. Vous avez les risques d'inondation qui sont de plus en plus importants. Et ça, c'est pas qu'en Afrique, mais l'Afrique en est le plus gros exemple. Et donc, à ce titre-là, il est important de rappeler que la lutte pour la préservation de notre planète n'est pas que l'affaire des Africains, c'est l'affaire de tout le monde. Certains ont pollué pendant de nombreuses années au nom de leur industrialisation et de leur développement, mais si aujourd'hui il y a un consensus pour dire qu'on doit limiter, voire arrêter la pollution, il faut que ce soit valable pour tout le monde, pas uniquement pour les Africains, mais pour l'ensemble de la planète, pour que justement cet espace bleu-là profite à tout le monde et que les générations à venir puissent continuer, que nous ne disparaissions pas comme les dinosaures l'ont fait à une certaine époque. Alors, il a parlé d'une gouvernance mondiale plus juste, plus inclusive et plus adaptée aux réalités de notre temps. Il s'adresse à l'ONU? Il s'adresse notamment à l'ONU, mais pas qu'à l'ONU. Vous avez les institutions de Bretton Woods qui sont nées dans la même dynamique que l'Organisation des Nations Unies. J'entends par là le FMI et la Banque mondiale. Il faudrait que dans ces pays, dans ces organisations également, l'Afrique ait son mot à dire. Sinon, les dés seraient pipés tout le temps. Et ça, c'est une réforme que l'on n'entend pas toujours. L'Afrique a une place aujourd'hui en termes de financement de développement au sein de ces organisations qui est très importante. Et donc, si les conditionnalités sont posées par des gens qui n'ont pas une véritable expérience de terrain sur le continent et qui ont juste des solutions de bureau pour des expériences de terrain, par moments, elles seront inadaptées aux situations. On creusera la dette plus qu'elle ne l'était déjà. Et finalement, plutôt que de réparer une erreur qui avait été commise en termes de gouvernance, on aggravera une situation de crise en l'élargissant à d'autres domaines qui n'étaient pas encore concernés jusque-là et qui pourraient aggraver donc la situation des pays concernés. J'ai pris l'exemple au début des pays africains qui avaient subi les programmes d'ajustement structurel. Ça a été une grosse erreur et les organisations internationales en charge de ces programmes-là l'ont reconnu. Vous prenez la dévaluation du franc CFA, il y a des mesures d'accompagnement qui avaient été prévues pour permettre à ces pays-là de ne pas ressentir toute la douleur liée à 50% de dévaluation du franc CFA, mais ces mesures ont tardé à venir. Et puis, la situation économique de ces pays-là s'est tellement aggravée que même si les mesures d'accompagnement avaient été mises en place, elle n'aurait pas produit tout l'effet nécessaire parce qu'elle venait un peu après la mort du patient. Et donc je crois qu'aujourd'hui, faire en sorte que la gouvernance internationale soit plus inclusive, prenne plus en compte les voix des bénéficiaires, mais pas uniquement celles des donateurs, prôner cela, c'est prôner du pragmatisme, c'est s'installer dans un cycle qui permet d'obtenir des résultats concrets dans lesquels tout le monde est gagnant, et les donateurs et les bénéficiaires. Alors, il a vanté également les mérites d'une jeunesse africaine qui est entreprenante et gagnante. Il a même précisé que l'Afrique n'est pas seulement un continent à problème. Tout le monde sait que l'Afrique n'est pas qu'un continent à problème, tout le monde le sait. Je crois que c'est la palissade aujourd'hui de le dire, mais c'est quand même important de le rappeler parce que tout le monde n'en est pas toujours conscient. Et donc je crois qu'il était important qu'il le dise, mais ce discours-là, il ne suffit pas seulement de le tenir à la tribune des Nations Unies, il faut lui donner de la chair dans nos différents pays. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine, malheureusement, même si elle est vantée, et elle est vantée depuis les indépendances, je vous rappelle que depuis les indépendances, la jeunesse est considérée comme le fer de lance de la nation, mais depuis tout ce temps-là, la jeunesse africaine n'a pas trouvé sa place dans les structures de développement du pays. Les taux de chômage les concernent, les problèmes de scolarisation les concernent, les problèmes d'année blanche quand il y a des conflits, c'est pour eux également. Et je crois qu'aujourd'hui, même
même les questions de migration. Les jeunes qui choisissent de partir, quel que soit le prix que cela peut leur coûter, y compris le prix de leur vie, ces jeunes-là qui partent sont un manque à gagner concret pour le développement du continent africain. C'est une érosion que je pourrais comparer, si j'exagérais un peu, à l'esclavage que le continent africain a subi au moment où on venait chercher ses forces vives pour aller travailler dans les plantations de coton ou de tabac très loin sur le continent européen ou alors dans les possessions européennes en Amérique. Et donc je crois que tout ça, il faut lui donner de la chair. Il ne faut pas uniquement avoir l'impression que les autres sont le problème et que nous, on ne peut rien faire pour régler nos problèmes. Certes, il y a une part qui doit être prise par nos partenaires, mais il y a une grosse part que nous devons nous-mêmes prendre à notre niveau pour régler les problèmes. Et c'est pour ça que j'estime que le discours de Macky Sall ne doit pas être qu'une incantation, il doit être aujourd'hui quelque chose de partagé entre les différents chefs d'État pour que la jeunesse se sente suffisamment responsabilisée et suffisamment en confiance vis-à-vis des personnes âgées, enfin vis-à-vis des dirigeants qui sont en place, pour ne pas être considérés uniquement comme une source de problèmes, une source de manifestation, des empêcheurs de tourner en rond ou de détourner, peu importe comment on peut le prendre, mais qu'ils sont la solution, qu'ils sont l'avenir. Alors, vous voulez dire qu'avant de convaincre le monde blanc par de bons discours, il faut adhérer la jeunesse, il faut adhérer les peuples africains à ces discours. Je crois qu'il faut prêcher par l'exemple. L'exemple, il n'y a rien de mieux. Parce que des fois, on demande comment est-ce qu'on fait pour convaincre un enfant de lire. Vous n'allez pas, c'est pas avec le fouet que vous allez l'en convaincre. S'il vous voit en train de lire régulièrement, il saura que c'est une bonne attitude et il copiera cette attitude-là. Si les dirigeants africains veulent que leur jeunesse soit vertueuse, qu'elle croie en eux et qu'elle croie à l'Afrique ainsi qu'à l'avenir de ce continent, il faut qu'on leur démontre. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et les preuves d'amour, pour le moment, on en a très peu de la part de nos dirigeants. Est-ce que vous pensez que ce discours du président Macky Sall est le discours du président sénégalais ou du président en exercice de l'Union africaine, si on peut le dire, à l'aune de ce qui se fait au Sénégal et en Afrique? Je pense qu'il a essayé, même si le discours a été bref, il y a des discours qui ont été beaucoup plus longs, il a fait moins de 20 minutes de discours. Si je ne me trompe pas, c'est entre 15 et 19 minutes que le discours a duré. D'autres ont été beaucoup plus prolifiques dans leur discours. Mais dans ce discours-là, on avait l'essentiel des choses qui devaient être dites. Que l'on soit sénégalais, que l'on soit togolais, camerounais, sud-africain, algérien ou de n'importe quelle autre partie du continent, on se reconnaît dans ce que le président Macky Sall a dit. Mais il ne faut pas uniquement que l'on s'y reconnaisse parce que ce sont de bonnes paroles. Il faut que ce soit accompagné d'actes concrets. Les bonnes paroles, nous en avons eu de la part des pères de l'indépendance, de la part de ceux qui ont combattu avant même l'arrivée des pères de l'indépendance. Nous en avons eu pendant plus de 60 ans. Et aujourd'hui, il faut des actes. Il faut des actes concrets. Et nous devons surtout arrêter de quémander. Quémander l'aide, quémander le respect, quémander tout le reste. Nous devons aujourd'hui agir et arriver à nous faire respecter sans pour autant quémander quoi que ce soit de la part ni de nos partenaires, ni de nos adversaires. Et ça, c'est le discours du président sénégalais. Il est le président en exercice de l'Union africaine. On a eu également, Lumagoula Kemayo, des discours d'autres dirigeants africains. Le président Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire a parlé. Le président William Ruto du Kenya, par exemple, a parlé. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces sorties? Ce que l'on retient en général, c'est que ces présidents s'expriment dans un contexte où la plupart du temps, ils n'ont une audience que dans leur pays, malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, sur le plan international, ce qui retient l'attention, c'est la crise en Ukraine. C'est la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ce sont les conséquences que cela apporte, notamment sur le plan énergétique. Et il y a cette question de libération des otages et autres qui drainent les considérations de la part des différents dirigeants qui se retrouveront aux Nations Unies. Mais l'idée ici, c'est d'arriver à faire en sorte que l'Union africaine redevienne crédible. Que ce soit une organisation dans laquelle les peuples africains se reconnaissent. On a parlé de la CEDEAO des peuples, je parlerai de l'Union africaine des peuples également. Si nous arrivons à faire en sorte que l'Union africaine soit une réalité concrète et utile aux yeux de tous les Africains, peu importe ce que les autres penseront à l'extérieur, cette organisation sera crédible et elle produira des résultats de plus en plus nombreux à chaque étape. Mais si nous nous contentons aujourd'hui d'aller emprunter de l'argent, voire quémander de l'argent pour faire fonctionner l'Union africaine, alors que l'Afrique
à 60% des terres arables, comme le rappelait le président Macky Sall, que ce ne sont pas les cerveaux bien faits qui manquent, que ce ne sont pas les espaces qui manquent pour créer de la richesse et que ce n'est pas la force de travail qui manque non plus. Si nous continuons dans cette posture qui est celle d'aller chercher à l'extérieur ce que nous pourrions produire à l'intérieur, nous resterons dépendants du système international et nous ne pourrons jamais imposer un point de vue africain. Et je crois qu'il est important que pour les Africains, l'Union africaine ainsi que les organisations satellites comme la CEDEAO redeviennent des réalités concrètes qui améliorent le cadre de vie des gens, qui améliorent les conditions de vie. Que l'on soit capable de dire cette route a été faite par la CEDEAO pour améliorer les échanges entre nos pays, que cet hôpital a été fait par la Banque africaine de développement pour aider à un mieux-être des populations, que l'on soit capable d'identifier toutes ces choses-là et d'être fier d'appartenir au continent africain et pas uniquement d'aller chercher la lumière chez des partenaires, chercher un parapluie auprès de partenaires qui par moment ont grandement besoin de nous pour nos ressources forestières, minières et humaines. Donc c'est à nous de donner de la valeur à tout cela pour que l'Afrique entre dans l'histoire et y reste définitivement comme une force qui compte. Alors, le Magloire Kemayo, ce que la CEDEAO est en train de faire, vous ne pensez pas qu'on peut l'applaudir nonobstant toutes les reproches en prenant comme élément de comparaison ce que l'Union africaine est en train de faire, même dans la résolution des crises. On voit ce qui se passe aujourd'hui entre Mekele et Addis Abeba, les tensions sans cesse entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il y a les problèmes, les crises politiques au Soudan et partout. L'Union africaine est toujours muette. L'Union africaine est de moins en moins muette, notamment sur le dossier éthiopien que vous soulignez, vous releviez. C'est un dossier sur lequel l'Union africaine s'est très vite saisie de l'affaire et est en train d'essayer de trouver des solutions, ne serait-ce que dans le pourparler. N'oublions pas que, au-delà du fait d'avoir un Conseil de sécurité, l'Union africaine a aussi un dispositif de prévention des crises, qui fait qu'avant même qu'une crise naisse, on crée les conditions pour qu'elle ne puisse pas voir le jour. Donc c'est quand on arrive au bout de ce processus et qu'il a échoué qu'on fait intervenir maintenant le Conseil de paix, de sécurité, que les commissaires et toute la mécanique diplomatique et militaire entrent en jeu. Donc de ce point de vue, l'Afrique a peut-être besoin de davantage de moyens pour mener à bien ses politiques, mais elle n'est plus complètement absente. Cependant, la réforme qui avait été commandée pour permettre à l'Union africaine de devenir autonome en termes de financement, les travaux avaient été menés par le président Kagame du Rwanda. On attend toujours que les préconisations qui avaient été faites soient mises en application pour que, même si ce n'est pas 100% du financement de l'Union africaine qui est apporté par l'organisation elle-même, qu'au moins 80% soit apporté par l'Afrique elle-même. Or, jusqu'aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que 80% du financement de l'Union africaine vient de l'extérieur. Et on n'a aucune dignité quand on est ainsi, quand on fonctionne ainsi, en étant au crochet de partenaires qui peuvent par moment avoir des intérêts divergents des autres. Donc, je crois qu'il est important aujourd'hui pour l'Union africaine, sur le plan théorique, d'être très forte avec un discours qui impacte, mais également sur le plan pratique, d'être solide sur ses appuis, notamment les appuis financiers en termes d'autofinancement. Elle va trouver, selon vous, les moyens où précisément le Magloire Kemayo? Des travaux ont été menés pour trouver cet argent-là. Prenons juste les télécommunications. C'est un moyen par lequel l'Afrique peut aujourd'hui lever des fonds assez importants. Prenons les importations. Elles sont très peu taxées et ce n'est pas avec les nouveaux accords de partenariat avec l'Europe que nous allons avoir plus de financement. Mais il est important que, même si on n'a pas de pétrole, qu'on ait des idées. Et nous avons le pétrole, nous avons des idées également. Trouvons les moyens de faire que les deux rendent l'Union africaine indépendante sur le plan de son financement et qu'elle puisse par moment engager des troupes sans attendre que l'Union européenne ou bien des organisations américaines disent qu'elles sont capables de financer ou pas. Il faut que l'Afrique puisse le faire de façon autonome. Que s'il y a un problème à régler au Mozambique, s'il y a un problème à régler au Mali ou ailleurs, que l'Union africaine soit capable par elle-même de lever les fonds et d'aller le faire. Enfin, je ne veux pas dire qu'il faut que l'Union africaine augmente sa contribution au sein des Nations Unies, puisqu'on lui reproche de financer à moins de 2% l'ONU. Mais l'Afrique doit déjà, en termes de responsabilité, arriver à financer l'Union africaine et puis par le reste, sur tous les autres canaux diplomatiques, être capable de tenir son rang. Mais le rang sur lequel on l'attend, c'est davantage sur celui de l'Union africaine. Donc,
qu'elle se finance et qu'elle soit capable de rendre les Africains fiers d'appartenir à ce continent. Alors qu'il parle de l'Union africaine, peut parler de la CEDEAO. Une rencontre est prévue ce jour à New York, Magloire Kemayou, pour parler du Mali et de la Guinée-Conakry. Pour cette dernière, on s'attend peut-être à de lourdes sanctions, selon le président bissau-guinéen, président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo. Mieux vaut tard que jamais. C'est le premier sommet qu'il va tenir depuis qu'il a été élu président de la CEDEAO. C'est dommage que la réunion se tienne aux Nations Unies, à New York. Mais bon, il faut quand même qu'on discute. Et si c'est la première occasion qui se présente au chef d'État pour discuter de ces sujets importants et capitaux, pourquoi pas qu'il le fasse aux Nations Unies, à New York. Mais je crois qu'il est important que la diplomatie africaine et les relations inter-États fonctionnent au rythme des Africains, pas au rythme de l'agenda international. Surtout qu'à l'international, ce que l'on retiendra, c'est vous sanctionnez ou vous ne sanctionnez pas le Mali, la Guinée, le Burkina Faso. C'est pas ainsi que ça fonctionne. La diplomatie, de mon point de vue, a une vertu, c'est qu'elle fonctionne dans l'ombre pendant de très nombreuses années. On ne se rend pas toujours compte des initiatives qui sont menées pour ramener les dirigeants qu'on peut considérer comme des brebis galeuses. Je ne dis pas qu'elles sont des brebis galeuses, mais qu'on peut considérer comme telles pour les ramener dans l'enclos. Et donc, quand on le fait, on n'a pas besoin de prendre un tambour, on n'a pas besoin de crier partout qu'on est en train de le faire. On a besoin juste d'obtenir des résultats concrets. Et aller afficher la démarche comme le fait aujourd'hui la CEDEAO, et notamment son président bissau-guinéen, pour moi, a quelque chose d'indécent. Je crois qu'il faudrait agir de façon discrète, en faisant les palabres à l'africaine sur le continent, en étant ferme, bien sûr, sur les principes, mais sans essayer d'humilier ou de renforcer qui que ce soit. Sanctionner n'est pas la solution. Pendant de nombreuses années, on a cru que les sanctions permettrait de limiter les coups d'État. Il y a eu une inflation de coups d'État ces derniers temps, malgré toutes ces sanctions-là. Donc on comprend clairement que ce n'est pas à cause des sanctions que les choses vont se produire. Donc il faudrait trouver des moyens beaucoup plus subtils de régler les problèmes en respectant les susceptibilités des uns et des autres. D'abord les dirigeants en tant qu'individus qui ont des égaux, mais également des pays qui ont besoin d'être respectés en tant qu'entité respectable. En 3 mots, que retenir donc en somme Magloire Kemayou de la sortie du président sénégalais ou bien du président en exercice de l'Union africaine? Je retiens que le président Macky Sall a été dans son rôle dans un premier temps. Il a joué un rôle de rassembleur. Il n'a pas parlé qu'au nom du Sénégal, il a parlé au nom de toute l'Afrique et c'est ça qui est le plus important. Il a réussi à rappeler ce qui était important depuis le passé. Il a fait le trait vraiment entre l'Union africaine et l'OUA. Puis, il a rappelé les combats d'aujourd'hui, ceux qui sont de dire, n'ayez pas un regard misérabiliste sur l'Afrique. Nous pouvons être la solution. Nous pouvons aujourd'hui faire des médiations. Nous avons une jeunesse, nous avons des moyens, que ce soit les moyens forestiers ou souterrains, qui nous permettent d'apporter notre contribution à la bonne marche du monde. Nous avons également, sur le plan énergétique, les moyens d'apporter des solutions à la lutte contre le réchauffement climatique. Et puis, en dernier lieu, il voudrait également projeter l'Afrique à l'international, non pas uniquement sur les problèmes, mais sur les solutions en matière d'énergie. Et je crois que c'est ça le plus important. Les solutions sont certes scientifiques, on peut aller vers plus de gaz, mais elles sont également humaines, puisque la jeunesse africaine aujourd'hui est la pyramide d'âge la plus forte de notre continent et même de l'ensemble du monde. Il faudrait en tenir compte et donc respecter cette Afrique-là qui vient non pas qu'avec des problèmes d'un côté, mais également avec des solutions de l'autre côté. Magloire Kemayou, merci beaucoup à vous. Vous êtes journaliste et écrivain. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On va marquer une petite pause puisqu'elle s'impose. Pour le journal et derrière, on reçoit Germain Pouli, Bonenfant Agbovi et Ashraf Ourosama pour Regard Croisé.